La seule chose que je voulais indiquer, c'est juste pour que vous ayez une idée du paysage théorique dans lequel je me situe, c'est que c'est en partie la rencontre de Jacques, donc d'abord dans les bouquins, ensuite personnellement, qui m'a aiguillé sur la perspective, enfin qui m'a permis de changer de perspective sur le crime, et notamment d'envisager ses dimensions sensuelles, émotionnelles et morales. Donc d'essayer de pas, enfin de pas les envisager simplement du point de vue du choc que ça peut provoquer chez les personnes qui sont affectées, mais d'essayer de comprendre quelle est la logique qui conduit certaines personnes à éprouver un frisson de plaisir dans le passage à l'acte. Donc comme je suis le premier à intervenir, je vais essayer de cadrer un peu ma présentation vis-à-vis de celles qui vont suivre, et notamment vis-à-vis de la question de la terminologie. Donc ça a échappé à personne que le sous-titre de Cities in Shock, c'était les écologies de la violence, et surtout les traces urbaines des attaques terroristes. Donc ça risque d'être décevant parce que moi je ne parle pas du tout des attaques terroristes, mais je me situe plutôt du côté du versant du versant écologie de la violence. Et la première chose que je voulais dire, c'est que sur le titre en lui-même, on pourrait distinguer deux approches qui partagent celle à mon avis, qui vont suivre la semaine prochaine, et celle de Jacques et la mienne. C'est que soit on peut se situer du côté de ceux qui sont éprouvés par le choc de la violence, soit on peut essayer de regarder ce qui conduit, comme je le disais, les personnes à éprouver ce frisson de plaisir dans le crime, tout en considérant que l'effet d'effroi qu'ils cherchent à provoquer, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils s'engagent dedans, en tout cas pour certains types de violences. Donc pour le dire d'un trait, mon intervention ne concerne pas les attaques terroristes qui ont récemment frappé Bruxelles ou Paris. Et si j'ai accepté de livrer une partie de mes résultats d'enquête sur les violences urbaines, c'est précisément pour éviter de faire un raccourci qu'on pourrait tous être tentés de faire au vu des origines géographiques des terroristes. Donc pour aller très vite, c'est la banlieue parisienne et la banlieue bruxelloise, et au vu des origines culturelles qui sont soit supposées, soit fantasmées ou avérées de ces personnes-là. Donc moi, j'interviens au titre précisément d'une enquête que j'ai faite en banlieue parisienne. Donc c'est un terrain, j'ai fait une assez longue ethnographie de 5 à 6 ans dans une cité de la banlieue parisienne où j'ai ethnographié des activités des plus banales et routinières qui consistent à traîner en bas des tours, à fumer des joints, jusqu'aux activités qui consistent à importer 100 kilos de cocaïne dans la cité pour les revendre. Donc c'est très hétérogène comme type d'activité. L'idée, c'était d'essayer de décrire ce paysage moral. Donc je ne sais pas si vous êtes familier de la série The Wire. Non, pas tout le monde. Voilà, l'idée, c'était d'essayer de décrire tous les paysages, la mosaïque urbaine et morale que constituait cette forme de vie urbaine en bas des tours. Donc ça concerne effectivement certaines formes de violence qui ont pour théâtre la ville et pour acteurs ce qu'on appelle les jeunes de banlieue ou les jeunes de cité. Donc avec vous, ce que j'ai envie d'essayer de faire aujourd'hui, j'ai oublié de mettre le chrono, c'est d'abord de rendre compte d'une forme très particulière de forme de violence qui constitue ce que j'appelle une parenthèse morale. Et dans le même temps, j'entreprendrai de montrer en quoi elle se distingue des attaques terroristes. Donc là, c'est de mettre en vis-à-vis le texte de Johan. Et les massacres intimes. Donc alors, moi j'anticipe un peu, mais comme j'ai lu leurs deux textes, ce que je vais essayer de faire, c'est de tenir à égale distance ces deux textes et d'essayer de montrer les éventuelles convergences qu'on peut faire et les divergences qui apparaissent. Donc le premier enjeu, effectivement, c'est un enjeu de définition, parce que les médias, les politiques et certaines approches sociologiques ont tendance à ramasser dans le même panier ce qu'on appelle les casseurs. Donc là, peut-être que je peux vous faire voir. Ouais, voilà. Donc ça désigne quoi, ce terme-là? Donc vu de très loin, en fait, c'est des personnes, des jeunes globalement, assez souvent, cagoulés qui se greffent aux manifestations pour casser du mobilier urbain, des vitrines, des voitures, jeter des pierres et des cocktails Molotov, parfois sur la police, parfois sur les journalistes, pour incendier des voitures, pour tabasser des journalistes et des particuliers parfois, et aussi lyncher des manifestants. Cette perspective, en fait, où se rétracte l'onde de choc qui frappe les personnes qui en sont les témoins, peut empêcher de comprendre quel est le sens que donnent les personnes qui s'y adonnent, qu'est-ce que ça fait pour eux,
et quel sens il donne à ce type d'activité. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de resituer l'expérience que vivent certains casseurs, pas tous, ceux que j'ai suivis, et de comprendre pourquoi ils font ça, et ce que ça leur fait, ce qu'ils en retirent, tout en considérant que le choc et l'effroi qu'ils provoquent est un effet escompté par eux. Et on le verra, d'un type très différent de celui qui est recherché par les terroristes ou par ceux qui commettent des massacres intimes. Donc, je ne sais pas si ensuite, dans les présentations que vous ferez, ça permettra d'entrer en écho ou pas avec mon exposé, mais ça suppose d'une certaine manière que vous connaissez déjà ce qui va se dire. Donc, j'en suis fort désolé. Alors, d'abord, il faut quand même que je contextualise un peu la manifestation, en tout cas la série de manifestations que j'ai observées, parce que c'est déjà assez loin. C'est la vague de manifestations qui a eu lieu en 2006, à l'occasion du projet de loi CPE, donc c'est le contrat première embauche. Et je vais quand même rappeler des éléments, parce que même pour les Français, c'est assez loin. Donc le 16 janvier 2006, à l'annonce de la création du contrat première embauche, il y a la France qui s'apprête à connaître l'une des plus grosses vagues de manifestations étudiantes après mai 68. L'axe central de la contestation vise ce qu'on appelle à l'époque la légalisation de la précarité. Donc c'est une expression récurrente dans le débat public, et pour ceux qui suivent l'actualité, c'est plus ou moins un peu le même ressort que les manifestations contre la loi El Khomri actuellement. Donc il y a un appel des syndicats étudiants et salariés, et la mobilisation débute le mardi 7 février, d'abord dans l'ouest de la France, pour se propager ensuite, et c'est ça qui est important, à quasiment 3/4 des universités de toute la France et 1/4 des lycées. Donc ce qu'il faut retenir, c'est la mobilisation générale pour comprendre en fait l'effet d'effervescence et ce type de parenthèse morale qui peut avoir lieu uniquement lorsqu'il y a des effets de foule. Donc voilà, ce que je voulais juste souligner, c'est l'effet massif, la mobilisation massive sur toute la France. Donc finalement, le gouvernement de Villepin va céder, donc va reculer face à l'ampleur du mouvement, qui va durer quand même jusqu'au mois d'avril. Donc pendant ce temps, les universités vont être occupées, certaines barricadées, tandis que les manifestations vont s'égrener durant toute la période du mois de mars, avec un pic de 1 à 3 millions de manifestants, durant lequel moi je vais faire mes observations. Donc juste pour vous donner une idée des chiffres, le ministère intérieur indique 4000 interpellations qui peuvent déboucher alternativement ou cumulativement sur des contrôles d'identité, généralement qui se font sur place. Donc les flics contrôlent les gens. Parfois, ils les amènent en garde à vue pour un contrôle d'identité, et parfois encore, ils sont déférés au parquet avec la plupart du temps un jugement en comparution immédiate. Donc il y a eu 637 poursuites pénales sur les 4000 interpellations. Et moi, parmi le groupe de jeunes que j'ai suivi, il y en a un seul qui s'est fait arrêter et qui a été relâché après vérification d'identité au poste de police. Alors, pour que vous puissiez suivre mon argumentation, je vais d'emblée livrer mon hypothèse. Comme ça, si vous n'êtes pas d'accord, d'emblée, vous pourrez ramasser les billes de votre côté pour me torpiller à la fin. Alors, ça porte sur l'écologie de l'impunité, et plus exactement sur les situations sociales, à l'occasion desquelles certaines personnes ont le sentiment qu'elles deviennent moralement invisibles, c'est-à-dire qu'elles ne se sentent plus comptables de ce qu'elles font aux autres et qu'elles ne se sentent plus responsables de leurs actes. Jacques Katz appelle ça une épiphanie de l'impunité. Moi, je dirais pourquoi après, mais je me souviens d'une discussion avec lui, il appelait ça l'épiphanie de l'impunité, parce que c'est une sorte de fenêtre spatio-temporelle. À un moment donné dans la manif, les gens sentent qu'ils sont moralement invisibles, ils commettent des actes, et à un moment, ça se referme. Donc l'idée, pour moi, l'enjeu, ça va être de décrire à quelles conditions ça peut arriver, et quel genre de plaisir en retire ceux qui le font. Donc pour ne pas nourrir le suspense, je vais le dire tout de suite. Donc je vais tenter de montrer à quelles conditions l'exercice de son jugement moral peut être suspendu, et pourquoi certains jeunes prennent du plaisir à humilier les passants et les manifestations, juste pour jouir de cette impunité que rend possible l'effervescence des foules. Donc l'idée, en fait, c'est que le frisson de plaisir dans le crime, là, c'est dans l'humiliation et dans la constatation de l'impuissance des gens qui sont tabassés sans raison. L'idée, c'est ça.
Donc dans la presse, généralement, c'est vu comme des attaques gratuites. L'idée, c'est de voir derrière cette gratuité, qu'est-ce qu'ils mettent et qu'est-ce qu'ils éprouvent. Donc le cœur de ma présentation met en exergue plusieurs distinctions avec les attaques terroristes d'un côté et les massacres intimes, comme je l'ai déjà dit, et je vais retenir plusieurs critères pour établir cette comparaison. Donc le premier, c'est l'audience. C'est à qui s'adressent ces attaques, à qui sont-elles destinées. Ensuite, on verra le mode opératoire, donc c'est les préparatifs, la planification, le degré et l'intensité de complicité, et ensuite la place laissée à l'improvisation. On essaiera aussi d'entrevoir l'effet que la violence vise sur les plans moral et émotionnel essentiellement. On essaiera aussi de traiter du statut des lieux et des personnes frappées et du sens de l'événement dans la biographie des protagonistes. C'est que fait l'événement dans la vie de ces personnes? Qu'est-ce que ça bouleverse? Si tant est que ça bouleverse quelque chose. Alors ces critères, ils vont être traités dans 3 étapes. Mon argumentation suit 3 étapes, durant lesquelles je vais aborder ces critères. Donc j'ai oublié de le mettre dans une diapo, mais il va y avoir 3 points. Donc je vous l'ai dit, comme ça vous pourrez vous y référer à chaque fois. Le premier, donc, c'est l'audience des violences. 2 points, du prestige local des mecs de cité, donc des jeunes de cité. Donc c'est prestige local des mecs de cité et prestige hégémonique des terroristes. Donc là, c'est en référence à quelque chose, à une dimension dont tu parles dans ton texte, Johan, sur le caractère hégémonique de ces violences. Bon, je ne sais pas si c'est cohérent, mais donc du coup, j'essaierai d'expliquer l'emprunt. Le deuxième point, c'est le mode opératoire. Donc c'est solidarité ou complicité. On essaiera de voir quelle forme de lien entretient ce groupe de jeunes et à quoi ça tient. Ensuite, le troisième point, c'est ce que j'ai appelé la souricière de la place de la République, jouir de l'impunité. La souricière, c'est... je ne savais pas comment... il y a des problèmes de traduction, non? Non, ok. Non, la souricière de la place de la République, jouir de l'impunité. Donc je vais passer au grand 1, c'est l'audience des violences. Donc à qui s'adressent ces violences? Donc on a une bande de jeunes. Donc ça c'est le trajet qu'emprunte la manifestation. Donc celle-ci c'est c'est pas très clair, mais c'est de la place de la République, de place d'Italie, pour ceux qui sont familiers, à la place de la République. Et donc généralement le traitement qu'on a des casseurs utilise comme échelle d'analyse la manifestation. Sauf que ces jeunes-là, on a affaire à une bande de jeunes qui n'est pas constituée en groupe de casseurs à ce moment-là. C'est d'ailleurs un terme que les jeunes n'utilisent jamais, et eux s'appellent entre eux mecs de cité. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la manifestation que j'observe, elle a lieu le 28 mars. Elle se termine à la place de la République. Et dans la ville que j'ai étudiée, que je vais appeler pour les besoins Montrimond, sur la trentaine de lycéens qui se revendiquent comme des mecs de cité ou des jeunes de cité, il y en a 12 qui vont décider finalement de s'y rendre. Et le recrutement ne se fait pas à la place, il se fait bien en amont, donc la veille, et il se fait devant la MJC du quartier qui jouxte. MJC, tout le monde voit, c'est une maison de jeunes, une maison de quartier, dans lesquelles ils se regroupent régulièrement. Et la plupart sont scolarisés dans le lycée professionnel, qui est à 2 pas de la MJC. Et parmi ces 12 personnes qui vont assister à celle-ci, il y en a 2 qui ont assisté à une manifestation précédente. Donc ça, c'est important. Il y a un précédent. Tous les autres n'ont pas de passé militant. Ils n'ont jamais manifesté, il n'y a aucun... Et donc, Rachid, c'est les 2 noms que je vais vous donner. Je vais essayer de ne pas trop donner de noms. C'est Rachid et Walid, qui vont essayer donc de motiver leurs camarades pour assister à la manifestation en disant « Venez, on va tout niquer ». Donc là, j'utilise leur terminologie, c'est « Venez, on va tout niquer ». Ça reste assez vague, et donc l'idée de tout niquer ou de foutre la merde, c'est en gros plus ou moins ce que vous pouvez voir là. Mais à ce stade de la mobilisation, ce qu'essayent de faire Rachid et Walid, c'est de chauffer leurs camarades pour qu'ils les accompagnent. À ce moment-là, on n'a pas forcément vu, ou en tout cas pas tous, n'ont pas forcément vu ce à quoi ils s'apprêtent, ce qu'ils s'apprêtent à commettre ou à faire. Donc à ce moment-là, lorsqu'ils sont devant la MJC, les comportements qui sont mis en avant, c'est des comportements excentriques et un peu burlesques. Donc par exemple, monter sur des abribus, crier à tue-tête, prendre des photos devant des voitures qui sont incendiées.
Et il n'y a pas de détails, où Rachid et Walid ne vont pas détailler ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait lors de la précédente manifestation est euphémisé sous des termes très génériques. On va foutre la merde et on va tout niquer. Donc ce qui est important à noter lorsqu'ils sont devant la MJC, c'est que Walid, qui est un peu le fanfaron du groupe, il tire vanité d'être présenté par son camarade comme un fou. Donc l'idée, c'est qu'il y a une sorte de hiérarchie. Enfin, je ne vais pas utiliser l'argot, parce que sinon ça va être difficile à comprendre, mais à chaque fois quand c'est important, je vais utiliser leur terminologie. Là, c'est plutôt une sorte de hiérarchie des oufs, quoi. Ils disent ouf, ils disent jamais fou. Et juste pour mention, à ce titre-là, il y a un sociologue qui parle, donc c'est Marwan Mohamed, qui parle de oufisme. Voilà, juste pour mention. Donc l'idée, voilà, c'est qu'il y a une hiérarchie des oufs dans la cité, et que le prestige ou la vanité qui retire d'être un ouf, ça s'adresse à une audience qui est locale. C'est les mecs de cité. Donc ils tirent vanité auprès d'une audience qui est médusée et amusée par le culot de Walid. Donc les récits de la première manifestation ont pour destination, comme je disais, une scène locale, et ce sont les pairs de la cité, auprès desquels on se situe sur la hiérarchie des fous qui importe. D'où la réputation de Walid, qui passe pour être l'un des plus fous dans la cité auprès de ceux qui ont son âge. On va s'en assurer après dans le mode opératoire, mais je tiens déjà à poser quelques jalons. L'audience ici n'est pas nationale, ni internationale comme dans le cas des terroristes. Ils ne sont pas du tout engagés du côté des manifestants dans une lutte pour le retrait de la loi. Et ce qu'ils ont en vue, c'est les autres mecs de cité. Et d'ailleurs, Walid, à ce titre-là, ne cesse de dire, et là je vous les guillemets, quand tu niques les autres, donc c'est les manifestants, quand tu niques les autres, si ce n'est pas des mecs de ta cité, il y a les autres mecs de Tess, il y a les autres mecs de cité. Donc eux, ils ont uniquement ça en tête. L'audience auprès de laquelle s'adressent leurs futures attaques, c'est les mecs de cité et l'éventuel prestige qu'ils peuvent en retirer auprès de la clique, donc de la bande de jeunes. Donc on peut aussi anticiper sur la dynamique de transformation de soi, c'est Jacques Katz qui parle beaucoup de ça, pour se commettre dans le crime. Donc elle entretient ici un rapport particulier entre le passé et le présent, entre le passé et les futurs, qu'on ne retrouve pas dans les attaques terroristes et dans les massacres intimes. Là, les manifestations sont utilisées comme des opportunités pour gonfler sa réputation au quartier. Donc c'est des parenthèses morales, même au sens biographique, en ce sens qu'on ne cherche pas à annihiler un passé. Donc ça, c'est le cadre des massacres intimes. Donc, Jacques Katz peut-être en parlera, c'est l'idée que la personne a subi une dégradation, et donc le lieu où elle va commettre son massacre incarne ou représente cette forme de dégradation qu'elle a subie. Donc on n'est pas dans ce cadre-là, et on n'est pas non plus dans l'ouverture d'un horizon, donc, qui pourrait être celui, par exemple, des terroristes, par exemple, qui croient en Dieu, etc. Il n'y a pas cette portée-là. La portée de l'événement a pour audience la cité. Donc il n'y a pas de visée politique, aucune revendication, aucun message à formuler ou à faire passer aux politiques, ni d'ailleurs aucune figure qui viendrait incarner un ennemi réel ou imaginaire. Donc contrairement aux attaques terroristes, une fois la manifestation terminée, l'espace de circulation est regagné par les citadins. Les mecs de cité ne sont pas à la recherche d'un prestige hégémonique, bon, je ne sais pas si c'est... qui écraserait l'espace vécu, donc l'espace vécu là, citadin, sur le plan matériel, donc la place, ni sur le plan symbolique, la liberté d'aller et venir, le sentiment de sécurité, etc. Dès que le cordon sécuritaire des flics se dessert, le lendemain matin, c'est réinvesti par les citadins. Donc l'absence de projection vers un futur engage un mode opératoire particulier, où l'improvisation joue à plein. Donc ce caractère complètement improvisé engage à se questionner, c'est ce qu'on va faire dans le second plan, sur la question du lien qui unit les membres de la clique et sur la question de la complicité ou de la solidarité. C'est à quoi s'engagent-ils les uns les autres? Est-ce qu'ils sont, enfin, lorsqu'ils s'engagent à venir à la manifestation, se disent-ils formellement qu'ils vont agresser les personnes et si oui, comment, et peuvent-ils éventuellement se désister au dernier moment, etc. Donc on va essayer de voir ça. À quoi s'engagent-ils lorsqu'ils décident de partir à la manif? Donc on a donc affaire à une petite bande de mecs de cité qui discutent la veille, devant la MJC du quartier,
Donc pour ceux qui sont familiers de Paris, ils viennent de banlieue, donc je ne vais pas dire exactement où, mais en gros c'est derrière le périphérique. Et voilà, donc le recrutement s'est fait la veille. Ils avaient rendez-vous à midi à la station de métro. Et voilà, donc ce qu'on peut remarquer par rapport au mode opératoire, c'est que d'emblée, il n'y a pas de secret. C'est qu'ils sont devant la MJC, ils crient, ils font les fanfarons, il y a les passants qui passent, il y a les animateurs, il y a les profs. Ils ne cherchent pas à dissimuler qu'ils vont participer à la manifestation. Et pour une simple raison, qui est vraiment très importante à mon avis, c'est qu'à ce stade, personne ne s'engage à faire quoi que ce soit. Rien n'est dit sur le degré d'engagement, et ce à quoi chacun s'engage reste flou. Il n'y a pas de préparatif, on se chauffe simplement à venir le jour J. Donc le lendemain vers midi, quand ils se trouvent devant le métro, c'est tellement peu préparé qu'ils ne savent même pas quel est l'itinéraire de la manif. Donc ils sont obligés d'attendre les lycéens qu'ils ont quittés au lycée, donc ils sont obligés d'attendre la colonne de manifestants pour leur demander où va avoir lieu la manifestation. Et même lorsqu'ils s'y rendent, ils pensent encore que, même si elle débute à Place d'Italie, elle va quand même se terminer aux Invalides, alors que c'est République. La seule chose qu'ils mettent en œuvre, c'est la tenue vestimentaire. Moi, du coup, par exemple, ils m'ont briefé, ils m'ont dit viens en jogging, en capuche. Mais c'est tellement peu préparé et les anticipations de chacun ne sont pas sur le même plan. Par exemple, il y en a un qui pensait que lui, c'était une bonne occasion pour venir draguer, donc comme ils disent, pour pécho de la meuf, et donc il était venu en jean, jean pour lui, belle basket et chemise. Et quand il s'est pointé au métro, ils m'ont dit mais va te changer quoi. Donc voilà, juste c'est pour vous mentionner qu'il n'y a pas... on n'est pas dans le cadre de crimes que j'ai pu observer dans mon terrain, comme les braquages, où c'est préparé, ou dans le cadre d'attaques terroristes, où il y a une préparation en amont, ou même dans les massacres intimes. Il y a une grosse place laissée à l'improvisation et au tâtonnement. Alors du coup, c'est important parce que sur le plan de l'écologie de l'impunité, la possibilité de jouir de l'impunité dans ce genre de violence, elle ne procède pas d'un plan, ni d'un projet, mais de ce que j'appelle une fenêtre temporaire d'impunité. C'est un peu au sens d'une fenêtre, pour ceux qui font de l'escalade ou de l'alpinisme, pour le beau temps. Parfois, il y a une fenêtre qui s'ouvre de beau temps et elle se referme. Donc c'est l'idée qu'à un moment, dans la manifestation, ils vont sentir qu'on peut tabasser tout le monde sans crainte d'être repéré par les flics. Et l'idée, c'est de comprendre à quel moment ça se passe et quand est-ce qu'ils en prennent conscience. Donc il se trouve qu'à un moment, mais qui est encore indéterminé pour ces personnes-là, donc pour ces jeunes, ils vont sentir qu'ils peuvent, comme ils disent, qu'ils peuvent tout niquer. Donc contrairement aux attaques terroristes, il n'y a pas de script ex ante, où il n'y a pas de scénario préparé, il n'y a pas de repérage, il n'y a pas d'entraînement. Il y a juste la vague impression que ça va être le bordel, comme ils disent, quoi. Ça va être un gros bordel, il y a plein de monde, on va y aller et on verra. Donc c'est ce qui explique, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est ce qui explique que formellement, on ne demande pas à chacun de dire formellement ce à quoi il s'engage. Donc si je laisse de côté ce qui se passe dans le métro, en fait, il y a uniquement à la place de la République qu'ils parviennent, comme ils disent, à tout niquer. Durant la manifestation, ils vont manifester des signes d'ennui, ils vont s'ennuyer à mourir et manifester des signes d'impatience criants. Donc il y a Walid qui va même... Walid, c'est le plus fanfaron, c'est celui qui criait sur les toits et qui ameutait ses potes, qui va même reprocher à ses camarades de ne pas être assez chaud. Donc il y a bien quelques échauffourées de ci, de là, et notamment devant la gare d'Austerlitz. Il va y avoir une bousculade ici généralisée, on ne va pas savoir d'où ça vient. On va voir un jeune manifestant sortir, je pense qu'il s'est fait lyncher, il arrive à s'extirper, il sort en sang, il arrive à aller dans une rue adjacente, il est soigné par les pompiers. Et donc, ce n'est pas la clique, donc c'est pas la bande de jeunes que j'observais qui a commis ce lynchage. Et devant ça, Walid, tout excité, s'en prend à ses amis et leur dit, donc là je cite, « Venez, on va foutre la merde comme eux, il faut qu'on fasse quelque chose, depuis qu'on est arrivé, il ne se passe rien. » Donc ses amis le regardent, bon, l'approbation elle est molle, et cette attaque elle s'évanouit car devant le défaut de méthode pour foutre la merde, il n'y a pas de méthode, établie pour foutre la merde,
Donc tout le monde est confondu dans l'inaction et il ne se passe rien. Donc il y a même un de ses amis, Amadou, qui va lui dire « Mais t'es chelou, toi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là ?» Donc t'es chelou, c'est t'es louche. T'es louche, toi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et Walid lui dit « Qu'est-ce que j'en sais, moi, la dernière fois c'était mieux, le 23 mars aux Invalides. Là on s'emmerde, wesh, il n'y a rien à faire. La dernière fois, tout le monde courait dans tous les sens, on pouvait tout niquer, là il ne se passe rien. » Donc il y a Walid qui va se mettre à courir sur le pont de Richelieu, il va impulser un mouvement de course sur 5-6 mètres, mais comme il ne se passe rien, tout le monde va s'arrêter. Et donc la bande pâtit d'un vide, quoi. On veut foutre la merde, mais il ne se passe rien. Donc là, je voulais juste mentionner ça, c'est juste pour vous indiquer qu'en fait, dans l'absence de circonstances particulières qu'on va retrouver à la place de la République, foutre la merde ne procède pas d'un décret de volonté. On peut le vouloir, mais ça ne marche pas, quoi. Il n'y a pas de méthode. Et du coup, c'est très différent des attaques terroristes où, par surprise, on peut venir ébranler l'espace public, etc. Là, il n'y a pas de méthode établie sur laquelle on peut se reposer pour le faire. Donc ça devient tellement ennuyant qu'en fait, il y en a 2 qui vont partir, parce qu'ils reçoivent un appel de filles, ils s'en vont, ils sont un peu rouspétés par Walid. Et donc là, on peut voir une différence majeure avec les groupes de criminels ou de terroristes, aussi car la liberté de sortir du cercle d'initiés au secret est moins évidente. Dans un groupe de criminels qui s'est engagé à commettre un crime, le désistement volontaire est moins libre. De la même manière que pour les massacres intimes, je ne sais pas si Jacques Katz en parlait, mais lui va parler d'engagement de non-retour du soi. Donc la personne qui va se commettre dans les massacres intimes, elle cherche à établir un point de non-retour vis-à-vis de son soi public. Là, il y a la possibilité de naviguer, d'aller et venir, de rentrer au quartier parce qu'on s'ennuie, etc. Alors, ça dit quelque chose en fait sur le type d'activité qu'ils font en fait. C'est que l'activité de tout niquer, en fait, elle est tributaire de celle de manifester. C'est une activité de greffe qui vient se greffer sur une autre activité sociale et de parasitage. Sans l'activité de manifester, ils ne peuvent pas venir ébranler l'espace public et venir, comme ils disent, foutre la merde ou tout niquer. Ils ont besoin, en fait, d'une activité, Goffman parlerait de foyer d'attention, pour eux greffer une activité périphérique. Sinon, ce n'est pas possible. Ce qui n'est pas le cas des attaques terroristes et des massacres intimes. Et donc, cette activité de parasitage, elle manipule différemment, elle manipule pas, à vrai dire, les présomptions d'accessibilité de l'espace public. Puisque tous les participants, manifestants, syndicalistes, lycéens, journalistes, policiers, s'attendent à ce que cela puisse dégénérer à un moment ou à un autre. La seule chose, c'est qu'ils ne savent pas quand. Donc là, il y a aussi une différence majeure, c'est que dans les attaques terroristes ou les massacres intimes, il y a un effet d'effroi qui est provoqué par l'absence d'agenda concret. Là, plus ou moins, tous les flics ou les médias s'attendent à ce que les casseurs agissent, c'est juste qu'on ne sait pas exactement à quel moment ça va se passer. Donc ce moment-là, en fait, il arrive à la place de la République, dans ce que j'appelle la souricière, et c'est le seul moment où ils vont pouvoir jouir de leur impunité. Donc là, je suis obligé d'expliquer un peu le dispositif policier qui a été mis en place, parce qu'à mon avis, ils participent énormément, mais malgré eux, je pense, ou peut-être pas. Donc on pourra avoir des discussions là par rapport à ceux qui font l'ethnographie de la police. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le dispositif policier, il fabrique un entonnoir d'écoulement. Donc ça, c'est la colonne de manifestants arrive de Bastille, par là, et donc ça, c'est la place de la République. Et donc il y a une sorte d'entonnoir qui va ralentir la colonne manifestante. Il y a quelques soubresauts ici d'agitation de la colonne manifestante. Et donc, à ce niveau-là, il y a 2 options pour les manifestants. C'est soit rester ici et comprimer la tête de cortège, où les adultes, à un moment donné, vont fabriquer une chaîne humaine, en fait, pour protéger les jeunes, parce qu'il y a déjà des échauffourées, il y a déjà des bagarres ici entre les policiers. Donc les étoiles, c'est les journalistes. Généralement, les journalistes se trouvent via des CRS. Les CRS, c'est les rectangles, je ne suis pas bon en géométrie. C'est les rectangles. Ça, c'est ce que j'appelle c'est difficile à décrire de la même manière que j'ai fait moi une ethnographie des mecs de cité, j'ai pas fait une ethnographie des anarchistes.
Je ne sais pas si ça correspond exactement à la manière dont eux se perçoivent, mais c'est en gros ce qu'à l'époque, les médias appelaient les anarcho-syndicalistes. Donc la seule manière, enfin, le critère descriptif qui permet de les distinguer, c'est que eux, je ne les ai jamais vus s'attaquer aux manifestants, les lyncher. Généralement, ils s'attaquaient soit aux policiers, soit aux journalistes. Mais en gros, ça, c'était les regroupements de ce qui était labellisé anarcho-syndicaliste et qui était à chaque fois en vis-à-vis des policiers. Donc, ce que j'appelle la zone 3, c'est la zone, c'est pas sur mes papiers, donc je ne sais plus. Donc, c'est la zone de filtre et de barrage des policiers. La zone 2, c'est la zone où il y a les heurts et les affrontements. Donc, c'est vraiment ici où il y a les affrontements entre les journalistes, les policiers, les jeunes. Il y a vraiment un va-et-vient, c'est vraiment c'est vraiment l'effervescence et la foule qui est en agitation. Et là, il y a ce que j'appelle la zone d'impunité. C'est là où toutes les scènes de lynchage ont lieu et où, à aucun moment, les policiers ne pénètrent. En fait, c'est pour ça que j'appelle ça la souricière. C'est que les barrages policiers vont être dans les artères qui sont autour de la place et qui vont en fait empêcher les manifestants de pouvoir sortir. Donc la seule solution pour les manifestants, lorsqu'ils arrivent ici, c'est soit d'aller directement, en gros, entre guillemets, se jeter dans la gueule du loup, parce qu'ils ne le savent pas, soit de s'exfiltrer par les côtés pour essayer de sortir par ces cordons-là, mais généralement, les CRS repoussent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que l'entrée de métro, qui est là, qui était restée ouverte, permet aux manifestants de s'engouffrer. Donc, il faut passer par cette zone-là. Donc, il y a deux options ici, à ce niveau. C'est soit aller vers la zone d'impunité, soit s'exfiltrer par le côté, en espérant pouvoir se faufiler dans les cordons, entre les cordons de CRS. Donc moi, je vais m'attarder sur la seconde possibilité, ce que font la plupart, c'est d'aller dans la zone d'impunité. Donc à ce moment-là, il y a une autre alternative qui s'ouvre, c'est soit rester au centre de la zone 1, donc la densité y est moins forte, parce qu'ici, il n'y a pas vraiment de mouvement de foule, comme il n'y a pas de charge de CRS, les charges, elles se font ici, et ici, il y a des barrières. Donc c'est plus la place de la République telle qu'on la connaît aujourd'hui, il y avait encore des barrières avec des talus d'herbe. Donc la plupart des manifestants qui voulaient se protéger sautaient dans les talus d'herbe et y restaient, mais les charges CRS n'allaient jamais là. Et même les flics en civil n'allaient pas s'aventurer ici. Donc la densité y est moins forte et il n'y a pas d'affrontement avec les forces de police. Donc paradoxalement, on peut croire qu'on craint moins de loin. Et du reste, en fait, c'est l'option la plus facile. En fait, dès qu'on arrive, qu'on sort de la colonne manifestante, d'emblée, c'est ce qu'on a en vue, et la seule envie qu'on a, c'est d'aller s'y engouffrer. Et la deuxième option, je l'ai déjà dit, c'est contourner en longeant les magasins sur le trottoir, où les affrontements avec les policiers et les journalistes ont lieu, et éventuellement, si on y arrive, à s'exfiltrer. Donc en fait, cet étau qui est fabriqué dans la place, ça donne la possibilité aux mecs de la cité de Montrimond de rencontrer d'autres mecs de cité. Alors, en l'absence de concertation explicite, ça n'empêche pas néanmoins une certaine synergie des actions qui, dorénavant, va passer par une expressivité corporelle. Ils vont jamais, très rarement se concerter, et souvent, un simple geste du menton, l'élan de quelqu'un, un regard fuyant, une course ou un premier coup donné par quelqu'un d'autre va suffire à emporter l'adhésion des autres jeunes, des autres mecs de cité. Donc tout le monde est visé dans la zone 1, à l'exception de deux catégories de personnes, c'est les vieux, ce qu'ils appellent les darons, et les filles, les meufs. Donc à plusieurs reprises, ils vont être 4 en fait. Parmi les 12, il n'y en a que 4 qui vont agresser physiquement et qui vont positivement, qui vont agresser les personnes, les autres vont rester soit en retrait, en regardant, parfois avec un rire moqueur, parfois avec indifférence, mais jamais en séparant. Ça, en tout cas, c'est sûr, ils ne vont jamais séparer, et jamais essayer de modérer les 4 plus virulents. Donc il y en a 4, je ne vais pas vous donner les noms, mais il y a Rachid et Walid. Walid, qui se complaît plutôt à tabasser, Rachid à voler. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a ces quatre personnes de Montrimond vont se greffer à d'autres mecs de cité pour frapper des étudiants déjà à terre, ou à l'inverse, les balayer, donc eux vont d'abord les taper, et être reliés par d'autres mecs de cité. Donc là, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en vue, c'est qu'ils vont supposer que les autres, c'est des mecs de cité, avec parfois plein de malentendus, donc taper les mauvaises personnes, etc.
Mais du coup, ils vont jamais se concerter, mais là, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment des électrons libres. Il y a leurs camarades qui vont plutôt rester dans la zone 1 à regarder toutes les bagarres et les heurts avec les manifestants, et eux vont courir dans tous les sens. Parfois revenir vers leurs camarades, leur raconter ce qu'ils ont fait, mais tout de suite, ils vont repartir. Donc là, c'est aussi une autre forme de complicité ou de complicité que celle qu'on pouvait, enfin que j'ai pas décrit, mais qu'on pouvait retrouver dans le métro, où Walid tabassait les personnes par derrière, mais qui bénéficiait de l'effet de groupe en se retranchant dans le groupe, et les personnes, les usagers du métro, pensaient du coup qu'on était tous solidaires. Et donc, enfin, l'effet de foule permettait de créer une sorte d'esprit de corps qui impressionnait les passants et les empêchait de réagir. Là, c'est une autre configuration, en fait. C'est tous les mecs de cité se coordonnent. Donc là, je vais lire un passage de mon journal de terrain. Donc ça se passe place de la République. Donc Walid est survolté. Il vient de lancer une bouteille de verre sur les journalistes dans la zone 2, aux abords de la boutique SFR, pour ceux qui connaissent. Il revient à la frontière entre la zone 2 et la zone 1, au niveau du trottoir qui cercle la place. Walid pointe du menton une cible à la traîne derrière un groupe de manifestants clairsemés sur la place. L'étudiant, qui est curieux, comme tous les autres étudiants, est absorbé par l'observation de la zone 2. En fait, tous les étudiants regardaient les heurts entre les anarchistes, entre les mecs de cité, etc. Donc, il est curieux, il observe, mais il a la traîne de ses camarades. Walid se place discrètement dans ses pas, et soudain, il part à toute vitesse. Un coup de pied fait tomber brutalement le lycéen au sol. Ses deux camarades surgissent tout aussi vite. Donc là, je vais donner son nom. Shahid, c'est l'un de ses camarades. Dans son élan, décroche un violent coup de pied sur la tête du jeune homme à terre. Nassib, c'est l'autre, frappe au ventre, ce qui achève de consterner ses trois camarades immobiles, saisis d'effroi, donc les camarades du lycéen. Shahid et Nassib rejoignent Walid pour s'amuser, je cite, de ce qu'on lui a mis à cette sale victime. Il ricane, puis se tourne vers le groupe des trois lycéens et rit à gorge déployée. Walid se moque de l'inertie des étudiants car, je cite, « Ils n'ont rien fait ces putes ». Nassib confirme, je cite, « Ah ouais, il n'y en a pas un qui a bougé, bande de baltringues ». Puis s'ensuit des courses dans le périmètre de la zone 1, avec là aussi des balayettes, des agressions en coopération improvisée avec d'autres bandes de mecs. Donc là, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est avec cette effervescence des foules, il y a la frénésie d'une partie des mecs de cité opère dans une sorte de bulle d'impunité. Là, ils ont franchi un degré supplémentaire de déconnexion du monde des manifestants. Donc, dans mon texte, je parle de tunnel fantasmatique. C'est pas moi qui ai développé cette notion, c'est Randall Collins qui parle de ça. Donc, il parle de chaîne rituelle ou de tunnel fantasmatique. Je crois aussi en référence à Alfred Schutz sur l'idée de monde partagé. Donc là, l'idée, c'est que progressivement, ils construisent une forme de déconnexion au monde réel et au monde des manifestants, vis-à-vis desquels ils se sentent plus responsables. Donc les plus actifs se persuadent entre eux qu'ils n'encourent aucun risque et que rien ne les retient moralement, car aucun adulte n'intervient, ni même les lycéens qui sont frappés, parce qu'ils sont atterrés, parce qu'ils ont peur, effectivement, et aucun policier ne s'aventure dans la zone 1. Et donc à ce moment-là, Walid sème la terreur à tout va. Donc je vais reciter le passage de mon journal de terrain. Walid passe près d'un banc où patiente un étudiant, debout. Il se glisse dans l'espace qui le sépare du banc, avec le grillage, et se plante face au jeune homme, qui le fusille du regard. Le jeune homme est pétrifié et reste quoi? Dans son regard, un peu de détresse. Ah, je pensais qu'on me sifflait, mais c'est le... Donc dans les yeux de la détresse, les yeux écarquillés, tout ronds, il se voûte légèrement comme ça, penaud, et soudain Walid lui assène un coup de tête sur le nez qui se met à saigner. Après un va-et-vient, sa tête se retrouve face à son agresseur, l'air goguenard, sourire en coin de bouche. Walid prend quelques secondes pour se gonfler le torse, le regard toujours rivé sur sa cible. Ses traits se font d'un coup menaçants, comme s'il allait encore frapper. Il simule un coup de pied en chointant de la bouche. Sa victime se courbe pour se protéger, ce qui le fait rire. Il s'en va souriant, sans prendre la peine de surveiller ses arrières. Donc là, ce que je veux mettre en évidence, c'est qu'en fait, la violence, elle cherche essentiellement à humilier,
Et donc ce que les maîtres de cité cherchent à voir, c'est l'impuissance d'autrui, moment culminant durant lequel ils jouissent de leur fantasme de toute puissance, devant l'impossibilité des autres de réagir ou de contre-attaquer. Et donc dans l'impunité assurée par la zone 1, le tunnel fantasmatique que forme leur complicité improvisée franchit un degré supplémentaire de déconnexion. Ils ne prennent même plus la peine de se dissimuler sous leur capuche, même plus besoin de prêter une attention stratégique à l'environnement, à la différence des situations dans les rames du métro et dans le cortège, où ils cherchaient constamment à repérer les flics en civil. Là, il n'y a plus du tout de repérage de... Je finis. Donc tous ceux qui sont croisés dans la zone 1 sont des cibles potentielles, censées être des sales victimes, comme ils disent. En fait, c'est-à-dire dans leur idiome, dans l'idiome argotique, c'est ne pas être en mesure de contre-attaquer. Donc entre eux, ils peuvent partager le sentiment grisant de puissance sans borne. Donc pour terminer, j'aimerais dire qu'ici, on n'est pas dans la situation d'une ville en guerre, puisque l'attaque terroriste vise des ennemis, réels ou imaginaires. Le massacre intime vise des lieux et des personnes qui figurent une dégradation personnelle. Ici, les mecs de cité agressent ce qu'ils appellent des sales victimes, qui incarnent une figure méprisée dans la vie de la bande et de la cité. Et donc, une fois la fenêtre d'impunité fermée, dès que le dispositif policier en souricière se dessert, les agressions s'arrêtent spontanément, car chacun se rend compte qu'il devient de nouveau moralement visible, en l'absence d'effervescence générale. Et donc, au total, ce qu'on peut dire, c'est que sur les 13 jeunes, il y en a seulement 4, déjà 4 qui ont porté des coups. Les autres, comme je disais, n'ont fait que regarder, parfois avec un regard amusé, parfois de l'indifférence, mais jamais en empêchant leurs camarades d'agresser quelqu'un. Et sans compter que la plupart du temps, les 4 les plus actifs disparaissaient, comme je le disais, pour ne réapparaître que plus tard devant leurs camarades. Plus aucun membre de la clique, de ce groupe, ne participera à des manifestations par la suite. Une fois le contexte d'impunité refermé, chacun se retourne à la vie de la cité en ayant eu le sentiment d'avoir passé une journée vraiment excitante. Toute la soirée, une fois de retour à la cité, ils vont rester jusqu'à 2-3 heures du matin, ils vont faire que de gloser leurs exploits de la journée, et donc ils cesseront de raconter à un public ébahi, puisque eux, ils étaient 14, mais dans mon journal de terrain, bon, il peut y avoir parfois 30-40 personnes en bas des tours, donc il y a un public, une audience vis-à-vis de laquelle ils sont... ils peuvent fanfaronner quand ils reviennent, et donc ils vont raconter comment ils ont niqué un tel ou un tel, etc., et ce qui nous achemine à notre point de départ, puisque la portée de cette humiliation jouissive est une source de prestige local entre mecs de cité, dont on tire vanité sans qu'elle efflue véritablement par ailleurs, c'est le paradoxe, sur les rapports hiérarchiques qui organisent la cité autour du deal de stupéfiants. Donc on en tire vanité, mais ça n'organise pas ou ça réorganise pas les rapports hiérarchiques qui existent par ailleurs au regard du deal de stupéfiants. Donc c'est aussi pour ça que j'appelais ça une parenthèse morale, c'est que d'un point de vue biographique, ça ne change pas grand-chose vis-à-vis de la place qu'ils occupent au sein de leur groupe de pairs. Mais j'en ai fini. Merci.